Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce 105e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Ducournau, professeur de philosophie et star des lycées, après ses 72 passages dans l'émission Les 12 coups de midi. Avec Laurent, j'ai surtout eu envie de parler philosophie dans cet épisode. À quoi sert la philosophie ? Est-ce qu'il y a une limite à la réflexion ? Est-ce que la philosophie pourrait adoucir, nous aider aujourd'hui ? Alors on a parlé du temps qui passe, de lecture, du pornos, ultra présent, oui, l'image crue communiquée un peu partout, de changement, de mort ou encore de politique. Un épisode qui invite à la réflexion et ça fait du bien. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Laurent. Bonjour Théo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais avec grand plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, je suis donc Laurent Ducournau, j'ai 47 ans. Je suis professeur de philosophie au lycée Max Linder à Libourne. Je partage mon temps entre Bordeaux-Centre où je vis et Libourne. Ouais. Voilà, que dire de plus que j'ai une fille, donc les choses qui importent pour moi, j'ai une fille de 16 ans en garde alternée. Et voilà pour cette présentation relativement sommaire, mais qu'on aura peut-être l'occasion de développer un peu plus. Exactement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Alors quand j'étais vraiment tout petit, je voulais être essencier. C'est-à-dire pompiste. Ok. Voilà, génial, j'appelais ça essencier parce que j'étais fasciné par l'odeur de l'essence et j'aimais beaucoup Goldorak aussi à l'époque. Et j'étais persuadé que les robots buvaient de l'essence pour se régénérer. Et donc, comme j'aimais Goldorak, que je voulais être un peu Goldorak aussi, je voulais boire de l'essence. Et donc, je voulais être essencier. Ok, c'est original. Voilà. C'est la première fois que j'ai cette réponse-là sur le pompon. Voilà. Alors après, plus tard, j'ai envie de te dire, comme tout le monde, je voulais être journaliste. Alors j'aimais beaucoup le sport, j'aime toujours d'ailleurs le sport. Journaliste sportif, c'était pas mal parce que je me disais que les journalistes sportifs ont la chance de voyager beaucoup et de voir des événements sportifs. Donc effectivement. Forcément. Effectivement. Après, il faut savoir que j'ai eu un parcours aussi à l'école assez particulier, puisqu'à partir du lycée, j'étais en section sport-études football. J'ai fait du football durant toute ma jeunesse, jusqu'à 17-18 ans. Donc, alors bien évidemment, je vais te dire que l'objectif était effectivement peut-être de terminer footballeur pro, même si je ne suis pas sûr, d'ailleurs je n'en avais pas forcément les capacités, et qui plus est, c'est intéressant parce que dans le processus, il y a eu quand même une sorte de au fur et à mesure, je me suis aperçu que c'était pas forcément ce qui me correspondait, quoi. Voilà. En plus du manque de capacité potentielle que oui, je pouvais avoir. Au-delà de ces capacités-là, c'était à quel point toi aussi c'est ça. Ok. Et à quel moment tu t'es dit en fait j'y vais pas, enfin dans cette voie-là, je ne sais pas, ça s'est fait petit à petit. J'ai une blessure assez sérieuse, mais qui finalement a sonné le glas de mon éventuelle carrière de footballeur. Ça marche. Et alors justement, tu parles enfin tu l'as dit, tu as mentionné le lycée, le fait que tu sois professeur de philosophie là-bas. Toi au lycée, c'était comment ? Et est-ce que c'est là où tu as découvert la philo et c'est là où tu as eu un certain intérêt pour ce sujet-là ? Alors absolument pas. D'accord. Absolument pas, puisque alors je l'ai découvert forcément comme la majorité des gens au lycée. Et je me souviens moi de mes cours de philosophie où je jouais à la bataille navale. Donc je ne devrais pas le dire, ce n'est pas très bien parce que maintenant je suis enseignant, mais en tous les cas c'était ce qui se passait. Je passais
le temps du cours de philosophie à faire, donc, à jouer à la bataille navale. Mhm. Et non, ce n'est que par la suite, mais c'est un peu par hasard, hein, c'est pas, enfin un peu par hasard, hein, un peu par hasard et un peu par choix. J'avais découvert à l'époque, c'était dans les années 90, au début des années 90, alors le Michel Onfray, hein, qu'on connaît tous maintenant, Ouais. à l'époque qui était beaucoup moins connu et j'avais été fasciné par un ouvrage qui avait eu le prix Médicis à l'époque qui s'appelait La sculpture de soi, Mhm. bon, qui à mon avis n'a rien à voir avec tout ce qu'il a pu écrire par la suite où il y a plus d'engagement. C'était beaucoup plus philosophique au sens peut-être abstrait, Mhm. et j'avais beaucoup aimé. Mhm. Et je l'avais vu d'ailleurs à l'époque, je me souviens de l'émission de Pivot à la télévision, et donc Ouais. il m'avait séduit et je me suis dit tiens, ça a l'air intéressant, et j'ai commencé donc à lire de la philosophie avec tu sais, c'est assez aride hein, la philosophie, hein. C'est un peu, moi je reprends souvent Deleuze, grand philosophe, qui disait que la philosophie c'est un peu comme des biscuits secs, c'est-à-dire que c'est très difficile à, Ouais. hein, c'est Ouais, mâchouillant, effectivement. c'est dur, mais à la fin c'est bon. Ok. Mais il faut attendre la fin. Et donc voilà, je me suis dit, ça a l'air compliqué. Je ne suis pas plus con qu'un autre, donc je vais me pencher là-dessus pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Ouais. Donc voilà, c'était ma démarche. Ok. Et donc après le lycée, tu as fait des études directement de philo? Ouais, c'est ça, j'ai fait quelques. Ouais, je me suis spécialisé assez rapidement en philosophie, Mhm. et donc j'ai fait des études et le cursus classique jusqu'à Ouais. l'enseignement, quoi. Ok, ça marche. Et donc après, tu es devenu professeur de philosophie, Voilà. et donc jusqu'à aujourd'hui. Pour le moment, je suis toujours professeur de philosophie. Jusqu'à Ça quand, je marche. ne sais pas, mais Ouais. Pour le moment, c'est le cas. Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans la philosophie alors? alors je dois t'avouer que j'aime beaucoup l'idée de jeu de l'esprit. De jeu de l'esprit. Alors c'est pareil, tu vois, quand on me demande, en fait, et je le revendique, moi je ne suis pas philosophe, je suis professeur de philosophie, je n'ai pas l'outrecuidance de me prétendre philosophe, Ouais. je n'ai pas suffisamment de sagesse pour l'être, je pense. Donc je reste professeur de philosophie, donc j'essaie de transmettre, ce qui me plaît en fait, c'est on va dire de pénétrer le système des philosophes pour comprendre leur façon de penser. Mhm. Tu vois, souvent on me demande quels sont les philosophes que j'aime, mais en fait, je réponds à cette question que je n'aime pas des philosophes, mais que j'essaie de comprendre leur logique. C'est ce qui m'intéresse. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque souvent en cours, hein, les élèves, je ne sais pas si tu t'en souviens de ton époque, disent oui, mais moi je suis pas d'accord avec un tel, etc. Je dirais que bon, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas être d'accord, pas d'accord, est-ce qu'il a raison, pas raison. C'est au contraire, tu vois, c'est essayer de comprendre par quel cheminement, quels sont ses présupposés, quelles sont les définitions qu'il donne de tels concepts, et à quoi aboutit-il. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ok. Ce serait plus ça. Donc tu vois, c'est vraiment le côté extrêmement abstrait qui m'intéresse, alors qui après potentiellement peut s'incarner. J'aime bien aussi le concret. Tu vois, non, mais c'est intéressant. C'est une sorte de mix entre l'esprit et le corps. Ouais. Alors même si, mais on pourra revenir dessus, la notion d'esprit reste quelque chose d'extrêmement obscur pour moi. Ouais. Un présupposé ou une croyance, mais cette idée que l'esprit, enfin du moins tu vois, notre partie intellect pensée doit on doit la forcer un peu pour arriver à certaines réflexions, et en exutoire le corps, hein, comme disait Brel, hein, le corps doit aussi exulter, donc voilà, c'est vraiment ce double aspect qui m'intéressait, avec, je te l'avoue pour ma part, un côté un peu extrême dans les deux. C'est-à-dire que voilà, je suis capable de lire pendant 3 jours sans m'arrêter, Ouais. et je suis capable de faire du sport comme un taré à me faire du mal par 40 degrés. Donc D'accord. voilà ce qui. Ok. ce qui- Effectivement, on est dans les extrêmes. voilà, c'est ça, complètement. L'histoire de ma vie. Et alors justement, c'est intéressant parce que tu dis dans la philo, c'est ce côté réflexion. Au-delà de dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment ce côté réflexion. Mais est-ce qu'il y a une limite à la réflexion? Mais je pense que la réflexion en elle-même est déjà, tu vois, elle va créer elle-même ses propres limites, parce qu'en fait c'est assez intéressant, tu vois, en vieillissant je devrais gagner en sagesse, etc. Et en fait je fais partie quelque part, alors on pourra taxer ça de pessimisme, ou moi je dirais que c'est plutôt tragique, c'est-à-dire que plus j'avance dans l'âge, et moins je crois en l'argumentation, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, hein, pour un professeur de philosophie, parce que finalement je m'aperçois que ce dont on fait tous l'expérience, que la langue, le langage en général, c'est quand même le lieu de l'équivoque. C'est-à-dire qu'on le voit à travers tout un tas de sujets. Tu vois, là, en ce moment, on est en plein sujet des retraites, et c'est intéressant de voir que les présupposés des deux parties s'appuient sur des choses qui se défendent, mais on n'arrive pas à aboutir à un consensus, et donc forcément il y aura un rapport de force. Et en fait c'est ça, c'est assez et je me pose souvent la question, tu vois, du bien fond, de la légitimité au fond de la philosophie. Est-ce que ça sert véritablement à quelque chose, dans la mesure où
comment les choses s'arrangent, comment les choses se produisent dans l'existence. Malheureusement, ce sont souvent des rapports de force qui se manifestent et qui montrent finalement que la loi du plus fort est souvent la meilleure. Ouais. Et donc dans ce cas-là, à quoi ça sert la philosophie ? C'est une très bonne question. Non, mais c'est pour ça que je te disais, tu vois, un jeu de l'esprit. Je dirais que c'est presque, tu vois, je dirais que c'est presque une forme d'onanisme intellectuel, c'est-à-dire que c'est une pratique pour moi extrêmement individuelle. Tu vois, je parle très peu de philosophie finalement avec mes proches. Je peux en parler de temps en temps. Non, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse aussi, en fait, tu vois, vraiment dans la pratique philosophique, c'est aussi, et c'est ce que j'essaie de faire avec mes élèves, c'est d'orienter les choses vers l'analyse du langage courant. Je suis extrêmement intéressé par tout un tas d'expressions, tu sais, que l'on emploie comme ça et qui finalement ont beaucoup de sens. Tu vois, par exemple, je t'en donne juste une toute petite, tu vois, c'est intéressant, tu vois, pour montrer les limites du langage. Bien souvent, quand on parle avec quelqu'un et qu'on n'arrive pas à si tu veux, à donner une représentation claire de ce que l'on veut dire, on sort le fameux « mais tu vois ce que je veux dire ». Tu vois ce que je veux dire. Alors, tu vois, le voir, c'est l'appel à la perception visuelle, c'est-à-dire se former une image qui vient justement au secours de l'incapacité de la langue à formuler la chose. À utiliser les bons mots. Voilà, donc toutes ces choses-là m'intéressent, voilà, l'analyse du langage. Donc, après, c'est vrai que c'est un peu égoïste. Pour moi, c'est un peu un plaisir qui est devenu, tu vois, le moyen par lequel je gagne ma vie aussi. Donc, complètement. Mais alors justement, à quel point c'est important, j'ai envie de dire, entre guillemets, de continuer de l'enseigner. Alors, je vais m'arrêter là et après, je développerai la question. C'est important parce que je pense que ce que j'aime aussi, c'est malgré tout le contact avec les jeunes qui ont, tu vois, qui ont en général entre 16 et 18 ans. Je dirais qu'ils ne sont pas encore totalement, bien qu'ils le soient tout de même, pollués par tout un tas de choses. Donc c'est, à mon avis, encore le moment où des choses sont possibles, c'est-à-dire les éveiller à certaines choses. Je ne fais pas d'illusions, ils ne vont pas retenir forcément, tu vois, la preuve ontologique de l'existence de Dieu chez Descartes. Je ne suis pas sûr qu'ils la retiennent, mais c'est davantage, tu sais, c'est ce que je me dis toujours, finalement, ce qu'on retient aussi de nos années de lycée, bien souvent, ce serait c'est une phrase ou une chose comme ça, mais qui n'est pas forcément liée au cours, mais qui peut réveiller justement un désir. Parce qu'en fait, finalement, je dirais que c'est ça. Moi, je dirais, en tant que professeur, ma mission, ce serait de susciter le désir. Alors, le désir, attention, pas le désir. Le désir, tu vois, intellectuel, quel qu'il soit, en fait. Ceci étant, pourquoi pas aussi le désir non physique, mais voilà, trouver quelque chose, un stimulant, en fait. Quelque chose qui permettrait de stimuler la réflexion, la pensée. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin potentiellement de plus de philosophie dans nos vies pour stimuler la réflexion, justement ? Enfin, j'ai l'impression, je t'en parlais tout à l'heure juste avant, ce côté réseaux sociaux, ce côté très rapidité des choses. Est-ce que par moment, ce besoin, ou pas d'ailleurs, enfin, je questionne, de prise de recul par rapport à ce qu'on vit, parce que bon, ça explique potentiellement plein de choses de notre vie actuelle et des tensions qu'il peut y avoir dans nos vies actuelles et dans la société actuelle. Est-ce que justement, plus de philo, alors c'est peut-être un moyen parmi tant d'autres, hein, je parle de ça parce que tu es là évidemment avec toi, est-ce que plus de philo n'aiderait pas justement à soit apaiser, soit... Peut-être, mais en même temps, c'est intéressant, tu vois, effectivement le diagnostic, tu vois, moi j'ai 47 ans, je suis vraiment à la charnière entre, j'ai connu un avant et un après réseaux sociaux, parce que je suis précisément tombé au moment où les téléphones portables commençaient à germer dans la population. Et effectivement, alors ce que l'on peut regretter, voire déplorer, c'est effectivement, alors moi c'est ce que je diagnostique comme une forme de pornographisation de la société. Je veux dire, le pornos, hein, chez les Grecs, c'est l'image crue, hein, c'est pas forcément ce à quoi on peut penser. Voilà. Et finalement, on peut considérer que le jeune qui prend en photo ce qu'il mange, il y a quelque chose de pornographique au sens où il te montre de façon crue et immédiate ce qu'il consomme. Et effectivement, il y a tout un tas. Et cette absence de médiation, elle se voit partout, à mon avis, hein, dans les rapports affectifs. Tu vois, avec la prolifération des sites où effectivement on est dans la consommation. Alors. Est-ce que la philosophie pourrait remédier à cela ? Je ne sais pas. Tu sais, ce qui est toujours très compliqué. On s'aperçoit quand on regarde l'histoire de l'humanité que dès lors qu'un progrès technique apparaît, on revient rarement en arrière. Alors après, voilà, une prise de conscience minimale ou finalement être en accord, parce que pourquoi pas vivre dans une société comme ça, mais en étant totalement en accord avec ça.
Après, c'est très compliqué. Ouais. Après, l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de dire. Parce que je vois, moi, parfois, par exemple, typiquement sur Instagram, des citations de philosophes. Donc, l'un n'empêche pas forcément l'autre. Ouais, mais alors moi, je me méfie toujours parce que c'est les citations de philosophes, c'est toujours l'argument d'autorité. Tu vois, un tel a dit ça. Oui, non, bien sûr, on est d'accord. Mais c'est mais après, tu vois, il peut y avoir aussi une forme de récupération. C'est-à-dire que moi, je suis assez. C'est très étonnant, tu vois, cette société qui il y a aussi quelque chose qui m'étonne, c'est cette injonction au bonheur. Alors, tu vois, pour preuve, effectivement, on voit la prolifération d'ouvrages sur le développement personnel, comme si finalement le bien-être. Et de toute façon, le bonheur et le bien-être, c'est une préoccupation relativement récente. Bon, c'était Saint-Just dans la Révolution qui disait le bonheur est une idée d'avant en Europe. Je veux dire, avant, quand la société était scindée en classes différentes, la classe aristocratique, le bonheur, rien à foutre. Je veux dire, la vertu, c'était l'honneur avant tout. Et en un sens, tu vois, ça a du sens par rapport même à ce que je dis, même à moi. Le bonheur, quand même, quelque chose d'extrêmement égoïste aussi. C'est être bien soi-même, avec cette idée selon laquelle il faut d'abord être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Je ne sais pas. Très, très honnêtement, moi, je suis extrêmement sceptique et circonspect. Je ne sais pas trop. Ce que je vois, c'est qu'en tous les cas, ça permet à certains gens de vivre dans les deux sens. Il y en a à qui ça fait du bien et d'autres à qui ça rapporte de l'argent. Donc tu vois, c'est très. Mais c'est intéressant aussi, cette préoccupation du bonheur, quoi. Mais c'est effectivement hyper intéressant parce qu'on en parle partout et justement, alors je reviens, pardon, mais c'est vrai que c'est des sujets actuels sur les réseaux sociaux où on partage que des moments où on va bien, globalement, et qui peut justement créer un mal-être chez autrui. Oui, aussi, voir le bonheur de... De toute façon, alors, je suis pas sûr la que jalousie mais l'être humain n'aime pas trop voir le bonheur des autres. Oui, bien sûr, mais c'est quand même beaucoup de ça, pour le coup. Et beaucoup de personnes, moi j'ai des personnes qui ne sont plus sur les réseaux, des amis qui sont plus sur les réseaux sociaux, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop en fait. Et on a l'impression que tout le monde est tout le temps en vacances dans des endroits magnifiques, tout le monde mange très bien au restaurant, tout le monde, etc., etc. Oui, que la vie est idéale. Oui, alors moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je ne pourrais pas témoigner, j'ai pas d'expérience particulière. Ça ne me fait pas effectivement particulièrement envie parce que je vois, c'est intéressant, tu vois, avec les jeunes, où effectivement, comme tu le dis, ça peut. Je veux dire, si. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu es en couple aujourd'hui, tu as intérêt à bien te prémunir face à ça, parce que je pense que. En plus de la tentation, je veux dire, on a vite fait de voir, mais tiens, mais qu'est-ce que tu faisais là avec telle personne? Donc voilà, tu vois, c'est un moyen aussi de flicage peut-être qui effectivement peut causer de lourds désagréments, à mon avis. On est d'accord. Et tu disais tout à l'heure, je l'avais même noté, que tu n'avais pas la sagesse pour être philosophe. Alors, est-ce qu'un philosophe doit être sage? Alors non, tu sais que, alors logiquement, par définition, c'est étymologiquement, la philosophie, c'est la recherche de la sagesse, ce qui signifie que si on recherche la sagesse, c'est qu'on ne l'a pas. Donc, a priori, par définition, le philosophe n'est pas sage. Pas encore, il essaie de le devenir. Mais alors après, tu vois, c'est aussi en ce sens que la philosophie est difficile. Qu'est-ce qu'on entend par le mot de sagesse? C'est-à-dire, est-ce que subjectif. C'est subjectif. Et même, alors effectivement, tu vois, on pourrait faire le lien avec aujourd'hui, il semblerait que la sagesse, ce serait parvenir à une forme d'équilibre. Vie pro, vie perso. Voilà. Faire du sport. Voilà. Être healthy, comme on dit. Mais non, je ne sais pas si en fait tu sais, moi pour éluder la difficulté, je ne réfléchis même pas à la sagesse, je réfléchis à des choses qui vont parler à tout le monde, sûrement, qui paraissent un peu banales et triviales, mais qui sont le cas. C'est-à-dire que c'est le sens plus que la sagesse. Le tout, c'est effectivement essayer de donner un sens. Tu vois, c'est une conversation que j'avais justement hier avec ma fille, se poser la question du sens, et elle me dit, mais rien n'a de sens. Alors je lui ai expliqué que mais peut-être que le sens que tu donnes à l'existence, c'est de ne pas avoir de sens, justement. Donc voilà, on essaie tous on essaie tous de se débattre et de trouver un petit peu des choses auxquelles se raccrocher, finalement. Parce que c'est une aventure assez particulière. Alors, la vie, tu sais, ce que je dis toujours, on n'a pas choisi. Nous ne sommes le fruit d'une décision consentante entre deux individus qui ne nous ont pas concertés, et on doit composer avec. Donc c'est pas simple, ce n'est pas simple. Si on nous l'avait dit petit que ce serait ça. Et non, et tu vois, c'est tout un tas de réflexions, parce que sans tomber dans le tragique, tu sais, chez les Grecs, il y a dans l'Antiquité, il y a la fameuse sagesse de Silène. Je ne sais pas si si ça t'évoque des choses. Silène était un satyre qui était réputé pour dispenser une forme de sagesse, et le roi Midas le cherchait partout pour avoir des conseils, justement, pour être heureux. Alors Silène vivait dans une forêt, il ne se montrait pas souvent, mais le jour où ils se sont rencontrés, Midas lui demanda
là, dis-moi, Silène, je sais que tu es a priori un sage, par quel moyen pourrais-je être heureux? Et là, Silène lui a répondu froidement, et on parle de sagesse de Silène, mais pour être heureux, il y a deux possibilités. La première est impossible, la seconde ne va pas tarder. Alors il a su dire, bon, mais c'est-à-dire, finalement, tu aurais bien plus été heureux si tu n'étais pas né. Et la seconde, c'est t'inquiète pas, tu vas bientôt mourir. Alors, non, mais tu sais, alors c'est intéressant parce qu'on pense sagesse tragique. Ça n'est ni plus ni moins que finalement, de façon un peu différente, mais l'idéal de vie du bouddhisme, par exemple. L'idéal de vie du bouddhisme, le nirvana, c'est le néant. C'est-à-dire que c'est le détachement total jusqu'à l'extinction totale du désir. Et voilà, finalement, ce que les gens savent ou ne savent pas, c'est que la réincarnation chez les bouddhistes, c'est une forme de punition. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas la sagesse suffisamment et le lâcher-prise suffisant, et tu vois là quand on parle, parce qu'on entend aussi beaucoup aujourd'hui de lâcher-prise, il faut lâcher prise. Alors moi je dis toujours à mes élèves, attention, le lâcher-prise pour les alpinistes, ça veut dire qu'on tombe. Mais le lâcher-prise bouddhiste, ça veut dire quand on regarde des textes, c'est fort. C'est-à-dire que c'est le lâcher-prise jusqu'à l'extinction totale. Donc c'est pas... voilà, quand on me parle de bouddhisme, c'est génial. Ça dépend. C'est pas... Pas sûr. Il y a certaines limites. Enfin, parfois, il faut vraiment aller dans toute la réflexion. Voilà, faut voir et parce que quand on isole comme ça des choses, oui, ça a l'air sympa, mais l'intégralité du truc est un petit peu différent quand même. Ouais, complètement. Et justement, alors tu parlais parce que, un peu effet de mode, plus ou moins, un bouddhisme, en tout cas, on entend peut-être un petit peu plus parler qu'avant, mais développement personnel, t'en as parlé tout à l'heure aussi. Parce que, mais pourquoi je te parle de ça? Parce qu'effectivement, moi, dans l'idée du pompon, dans les plus de 100 personnes que j'ai pu recevoir, c'est quand même de dire à chaque fois que tout est possible, que quand on a une passion, on peut y aller, etc. Donc tu as cet aspect lié à soi-même de, je trouve, bien se connaître. Moi j'en ai souvent parlé aussi à titre personnel, le bien se connaître pour pouvoir être avec les autres justement. Ouais, bien sûr. Mais alors, tu vois, je vais te faire chier. Ah non, mais vas-y. Non, mais c'est le but. Ça, c'est une vraie question, tu vois, de philosophie, la connaissance de soi. Tu sais, Socrate, déjà, c'était le connais-toi toi-même. Et en fait, c'était intéressant parce qu'on recherche quelque chose d'impossible, en fait. C'est-à-dire que se connaître, je pense d'une part que ce n'est pas possible. D'accord. Et qui plus est, si ça l'était, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment bien. Alors je m'explique tout simplement. La connaissance de soi, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on ait une idée totale de ce que l'on est, une transparence totale. Donc finalement, la lumière du passé. Alors bien évidemment, il y a des approximations, on sait certaines choses, mais moi je préfère l'idée de finalement de découverte, de se surprendre. L'évolution, elle amène de la nouveauté. Alors soit des choses qu'on ne soupçonnait pas chez nous, soit l'expérience qui nous apporte davantage de choses. Et tu sais, en fait, c'est très drôle, tu vois, parce que j'en parle souvent avec mes élèves. Tu sais, les gens ne se rendent pas compte. Après, c'est intéressant. J'ai vu que une des citations qu'on se faisait le plus tatouer, c'était deviens ce que tu es. Qui est une citation de Nietzsche à l'origine, alors qu'on retrouve chez Sartre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement le décalage entre le devenir et l'être qui fait qu'on ne peut pas être soi-même. Tu vois, parce que l'être, ce serait être fixé, avoir des déterminations qui nous caractérisent. Mais en fait, comme on est sans cesse en train de devenir, on arrête. Tu sais, moi je dis tout. En fait, on est un work in progress permanent. Tu vois. Et on ne sait pas en fait ce qui. Et si tu veux, moi je suis plutôt du côté de la surprise. Tu vois, des choses qui peuvent, tu vois, s'étonner soi-même, ce qui est intéressant, ça suppose qu'on ne se connaît pas véritablement, puisque finalement on ne s'étonne que de ce que l'on ignore. Donc voilà, le fait de se connaître soi-même, je ne sais pas. Alors bien sûr qu'il y a des approximations, il y a des choses, parce que c'est aussi une forme de sagesse. Tu veux connaître ses limites, c'est peut-être pas mal, parce que ce que tu disais aussi, tu vois, c'est pas parce qu'on a un rêve, tu vois, je vais pas plomber l'ambiance, mais c'est pas parce qu'on a un rêve qu'on va le réaliser. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met tout en œuvre pour obtenir quelque chose que cette chose se réalisera. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la seule chose qui soit en notre pouvoir, c'est d'essayer de tout mettre en œuvre pour. Après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et tu vois, c'est ce qui fait que c'est pareil. Moi, je suis pas un grand fan de quand on veut, on peut. Non, parfois, quand on veut, on peut pas. Et tu vois, ce serait aussi une forme de sagesse, la lucidité, savoir que il y a des endroits où je peux pas aller, quoi. Donc, c'est intéressant, mais souvent, beaucoup j'ai changé moi aussi il y a pas très longtemps avec des amis là-dessus, c'est que quand on atteint son rêve, et parfois on a des grosses désillusions aussi, donc en fait ça peut être ça, parce que j'ai typiquement une amie qui m'a partagé ça, qu'elle voulait absolument faire Sciences Po, elle a fait Sciences Po, et en arrivant là-bas, désillusion totale par rapport à ce qui peut se passer pour plein de raisons différentes, et donc
tout le cheminement pour arriver à ça, en fait, a été très négatif au final. Enfin, pas le cheminement, mais c'est le moment le où résultat. le résultat. Tu sais, ça c'est le propre du désir. Ouais. C'est-à-dire, le problème, c'est le décalage entre l'imagination et la réalité. Tout ce qu'on imagine finalement, c'est super. Ouais. Tu vois, c'est Clémenceau qui disait le meilleur moment quand on fait l'amour, c'est quand on monte les escaliers. Ouais. Tu vois, non mais tu sais, ce que Pascal disait aussi, les hommes préfèrent la chasse à la prise. C'est vrai que finalement l'excitation et l'intensité, on la trouve justement dans ce que tu disais, dans le processus qui va nous mener à l'obtention, et l'obtention est souvent décevante, malheureusement. Mais comme je te le disais, parce que le problème, c'est que quand on se met en quête, on imagine. Et l'imagination, elle fait travailler l'illusion, effectivement, le fantasme. Et le décalage avec la réalité, comme ton ami, sûrement, fait que on déchante. Quoi. Mais positif comme négatif. Ouais, tout à fait. J'ai toujours cette phrase que je sors assez souvent. J'avais reçu Joël Dupuche qui disait: le pire, c'est l'imaginaire de la disgrâce et non pas la disgrâce elle-même. Ouais, c'est sûr. Enfin, parce que parfois c'est toutes les images qu'on peut se faire de ce qui va se passer. C'est le problème de l'imagination, qui est maîtresse d'erreur, mais aussi bien positivement que négativement. C'est vrai que tu sais, moi, c'est souvent les peurs. Moi, je suis pas hyper rassuré quand je prends l'avion, mais j'ai beaucoup plus peur le 2 jours avant, quand j'imagine ce qui se passe, que le moment où je suis dans la carlingue, parce que là, ça va mieux. Tu vois, mais t'as une vidéo de Will Smith là-dessus. T'as une vidéo où il explique justement un saut en parachute. Et en fait, il explique 16 heures avant le saut en parachute, le fait qu'il ait pas envie de manger, il dort mal, tout se passe mal et tout. Alors que le moment où il devrait avoir le plus peur, c'est quand la porte de l'avion s'ouvre, parce qu'on n'est jamais dans un avion avec une porte ouverte. Et le moment où le saut, t'es juste au bord de l'avion, et en fait, il dit le moment où t'es dans les airs, c'est un moment qui est juste incroyable. Mais je pense que c'est parce que finalement, tu vois, la réalité repensée, on est concentré sur le réel. Et donc, concentré sur le réel, tu vois, là, on peut plus imaginer. On y est. Donc, tu vois, ça ferme aussi la porte au côté négatif de l'imagination. Oui, complètement. Donc, de ce point de vue, c'est vrai que ça, c'est. Et en même temps, la philo sert aussi à l'imaginaire. Aussi un petit peu. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à dire que moi, je retrouverais plutôt l'imaginaire du côté de tout ce qui est poésie, de tout ce qui est... Tu sais, parce que c'est pareil. Alors, c'est intéressant, tu vois, que tu me donnes la parole aussi par rapport à l'image que les élèves peuvent se faire de la philosophie. Alors, tu sais, moi, souvent, ils me disent, mais monsieur, si on fume un bédo, on va faire de la philosophie, on va être bon. Mais non, mais tu sais, on y a tous pensé à ça, tu sais, avec cette idée que les philosophes sont perchés. Mais en fait, pas du tout. En fait, la philosophie, moi, ce que je leur dis, c'est extrêmement rationnel. Je leur dis, c'est pas le lieu des grandes envolées lyriques et métaphysiques. Ça, c'est le propre de la poésie, voire de l'art. Mais tu vois, c'est pas une critique. Mais effectivement, on sait que tout un tas d'artistes étaient créés alors qu'ils étaient sous substance. Tu vois, que ce soit les Bacon, les Pollock, etc. Les poètes aussi. Enfin, c'est Baudelaire. Bon. Mais j'ai pas. Je veux dire, quand tu lis la critique de la raison pure de Kant, tu te dis, le mec, s'il est sous acide, il peut pas écrire ça, parce que c'est extrêmement rationnel. C'est voilà, tu vois. Donc voilà, sur l'imaginaire, je sais pas. Alors aussi, le philosophe va réfléchir à ce qu'est l'imaginaire, tu vois, sur ses conséquences et tout. Mais l'expression même de l'imaginaire, à mon avis, on la retrouve beaucoup plus du côté de l'art. Où vraiment, là, ça va se... où est le vivre vraiment, si on parlait de ce côté concret, abstrait, le philosophe, de toute façon, il va regarder tout comme des objets abstraits qu'il va analyser. Et après, il y a des disciplines qui sont... C'est marrant, parce que c'est vrai que... Enfin, c'est marrant, j'emploie tout le temps ce terme, mais il est pas toujours approprié, c'est pas grave. Mais c'est de parler de philosophie, de choses concrètes. C'est vrai que c'est pas forcément des choses que j'aurais associées ensemble, pour le coup. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est intéressant. Ouais, tout à fait, ouais. Et alors, je parlais aussi, j'aime bien ce côté évolution de la société. Est-ce que toi, le fait d'avoir... ça fait combien de temps que tu enseignes ? Suffisamment longtemps pour ne plus me souvenir de l'origine. Ok, donc au moins une vingtaine d'années, masso menos. Est-ce que tu as vu une évolution aussi dans le comportement parce qu'on parle beaucoup aussi de la jeunesse, je trouve. Moi, j'ai la chance de donner aussi des cours sur le podcast, donc bien différent, mais c'est de voir un peu l'évolution aussi. Est-ce qu'il y a une évolution ? Alors, je pense qu'il y a une évolution. Alors, et c'est oui, laquelle ? Ouais, je vais faire attention, parce que tu sais, c'est toujours pareil. Vieillir, et c'est pas grave de vieillir, tu sais, c'est le signe de la vieillesse, c'est ne plus comprendre les générations qui nous précèdent. Alors de ce point de vue, moi je vieillis, il n'y a pas de souci, j'ai aucun problème avec ça. Oui, non, mais il y a des évolutions. Tu sais, j'avais lu un article il n'y a pas si longtemps que ça d'un sociologue américain qui expliquait que finalement, quand tu regardes le comportement des jeunes, notamment par rapport à Internet,
ils ont un comportement de chasseur-cueilleur. Alors c'est intéressant parce que ça c'est le signe, c'est une évolution, mais ce serait pour lui une régression. Alors moi, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord, mais c'est intéressant au sens où effectivement on s'aperçoit que dans l'humanité, un progrès considérable s'est produit lorsqu'on est passé du chasseur-cueilleur au producteur-éleveur. Et donc lui, tu vois, il diagnostique l'inverse. Alors ce qu'on peut vérifier, c'est qu'effectivement, moi ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui quand on est élève, on a à disposition une masse d'informations incroyable que nous on n'avait pas. Moi c'est ce que je leur dis, moi quand on court, un prof me parlait d'une chose que je ne connaissais pas, il fallait que j'attende le soir éventuellement, tu vois, aller voir sur un dictionnaire ou aller au CDI. Bon, j'ai pas beaucoup foutu les pieds mais alors qu'aujourd'hui tu vois en live, en direct, ils peuvent avoir accès à l'information. Mais tu sais c'est comme tout, c'est-à-dire que comme on a la possibilité de le faire, mais ils le font pas, enfin, ou très peu. C'est-à-dire qu'on assiste c'est très particulier, tu sais. Mais alors moi c'est ce que je me dis que effectivement tu vois en termes de, je veux dire, faut pas se mentir, hein, ce que je dis c'est même pas un jugement de valeur. Ils n'ont pas, à mon avis, pour la majorité, une culture de base qu'on pouvait avoir, une culture générale de base, tu vas connaître des choses que j'estime étant pour nous tarte à la crème, mais qu'eux ils ne connaissent pas. En revanche, je pense qu'ils développent des compétences que moi je n'ai pas. C'est-à-dire que tu vois, c'est ça, d'une génération à l'autre. Bon, voilà, ne serait-ce que sur l'usage des réseaux sociaux et tout ça, et même des téléphones, moi je suis ébahi, quoi. Enfin, tu vois, ils sont extrêmement rapides, ils connaissent les choses. Donc ça veut dire que ils développent des compétences, pas les mêmes que nous, mais ils les développent. Okay. Donc, mais après, alors après dans le comportement, tu sais, c'est très particulier. Moi, je vois des choses qui n'existaient pas à mon époque. Je ne sais pas la tienne, t'es plus jeune que moi, mais par exemple, en plein cours, maintenant, les élèves peuvent s'interrompre pour aller aux toilettes. Chose que, je veux dire, c'était inimaginable de demander à un prof d'aller aux toilettes, tu vois, en plein cours. Tu vois, ou alors, de temps en temps, tu en as qui se lèvent. Je fais, mais si tu fais, mais je vais mettre ça à la poubelle. Alors je dis, mais t'es pas chez toi. Non, mais il y a ce côté, tu vois, liberté. Ouais, liberté, mais je ne sais pas, je dois vieillir, tu vois, mon côté conservateur doit se développer un peu. Non, ça m'interroge en tous les cas, ça m'interroge, tu vois, parce que finalement ça dénote aussi, moi c'est ce qui m'inquiète justement avec tu vois, ce dont on parlait, cette société ultra pornographisée où tout va très vite. Je m'interroge sur la capacité de concentration. Tu vois, c'est compliqué d'être concentré. Alors si en plus non, mais voilà, donc je t'assure que ça donne lieu. Moi, c'est pareil, j'ai vécu une expérience avec une élève, mais une jeune demoiselle, mais extrêmement polie, vraiment une élève modèle, qui, au bout de 15 minutes de cours, lève la main et fait: Monsieur, est-ce que je peux aller m'acheter une chocolatine ? Tu vois, ce type de choses n'arrivait pas avant. Alors, moi, je suis toujours un peu ébahi, quoi, parce que je me dis, mais en fait, cette personne-là, elle pense à une chocolatine. Qu'est-ce qu'elle va retenir de ce cours, tu vois, donc ça, c'est compliqué. Ça, c'est un peu compliqué. Effectivement, Donc, on essaie de composer. Mais bon, c'est pas, j'imagine. C'est pas forcément... pas toujours évident. Non, c'est clair. Et tu l'as mentionné aussi, en tout cas on y touche du doigt. Moi c'est ce rapport au temps que je trouve intéressant aussi, parce et ça fait toujours le lien avec le développement personnel. Alors je partage peut-être des sujets qui me concernent beaucoup, donc c'est intéressant, mais c'est aussi pour ça que je vais là-dessus. Notre rapport au temps, mais avec cette rapidité des réseaux, avec le fait de justement là aussi, moi j'ai reçu pas mal de personnes qui parlent régulièrement d'écologie pour le coup, et le fait de revenir à prendre le temps, pas aller vite, et aller à un temps de nature, là aussi, avec des saisons, avec et des choses. Je parle moi souvent de semer des graines. Bon bah faut qu'elles poussent. Et ça peut pas se faire comme ça. Est-ce que, c'est quoi ton rapport au temps, et quelle est ta vision en tant que prof de philo du temps? C'est très compliqué, hein, tu sais. Alors moi, indépendamment de mes études, moi j'ai toujours eu, tu sais, je fais partie de ces gens qui très tôt, moi j'ai eu un rapport au temps assez compliqué, parce que je le suis toujours, un angoissé chronique, avec cette angoisse liée à la mort, à la disparition, puisque, alors effectivement on en parle aussi un peu en dehors, moi je ne suis pas croyant, donc forcément le sens, effectivement, donc le temps apparaît comme une denrée, la denrée, the denrée. Non, mais c'est vrai que c'est finalement, tu sais, ça c'est la leçon des stoïciens, c'est finalement le seul bien que l'on possède. Et finalement, assez étonnamment, tu vois, c'est ce que dit Sénèque, le stoïcien, il dit c'est le seul bien que l'on possède, mais pourtant on le gaspille.
on le gaspille à tout un tas de choses inutiles, de préoccupations, alors que c'est le seul bien, dit-il, dont on devrait être avare. Tu vois, on est avare pour les sous, pour les machins, les possessions matérielles, mais finalement c'est juste le rapport au temps. Alors le temps, effectivement, alors tu sais, moi j'ai 47 ans, moi je me souviens, c'est ce que je dis à mes élèves, moi je me souviens quand j'avais 16-17 ans, quand je voyais des mecs de mon âge qui me disaient mais tu vas voir, ça passe vite, je me disais mais quel con, mais tu vois, le truc. Mais en fait ils avaient raison. Ils avaient raison et en fait, c'est compliqué de maintenir une forme de cohérence dans l'existence. Tu sais, c'est pareil, tu vois, en philosophie, ça c'est le truc, il faut être sérieux dans la vie. Hein. Le sérieux, c'est finalement ce qui donne de la cohérence justement dans le temps pour avoir un projet de vie. Donc ça, c'est assez essentiel. Et en même temps, moi, je te cache pas que j'ai beaucoup de mal en fait à non pas que je me sente inadapté au monde, mais je me sens pas si totalement dans un milieu. Alors je dirais pas que le milieu est hostile, mais c'est particulier. Tu vois, moi, je me sens pas adulte en fait. Okay. Je me sens pas adulte quand je vois quand je vois des débats télévisés ou des gens qui parlent de choses extrêmement. Enfin, je ne sais pas si les choses sont sérieuses, mais en tous les cas, ils les investissent avec beaucoup de sérieux. Je suis toujours très étonné, c'est-à-dire que je me dis waouh, je ne suis pas comme ça ne me dérange pas. Et surtout, je me dis, je n'aimerais pas être comme ça. C'est-à-dire que en même temps, je comprends que on est obligé de s'investir de façon sérieuse. Et tu vois, ce sérieux, il est lié au temps, comme si finalement, il faudrait qu'on soit, en fonction de notre avancement dans l'âge, sérieux. Sérieux. Alors donc moi par rapport au temps effectivement je préfère plus la notion d'instant, même si mais tu sais que ce qui est lié à la surprise. Tu vois, finalement des formes de rupture. En fait, je suis plus rupture et discontinuité que cohérence. Et, ce qui fait que, voilà, alors, mais je dirais pas que c'est presque malgré moi aussi. Je ne le fais pas exprès. Mais c'est la raison pour laquelle, tu vois, la vie n'est pas forcément ennuyeuse. Même si parfois elle peut l'être. Mais non, c'est donc le temps, tu vois, là tu touches, moi ça a été vraiment une source d'angoisse, et assez étonnamment, plus je vieillis, moins cela m'angoisse. Écoute, tant mieux. Ouais. C'est marrant que tu parles de cette cohérence, et avec le geste que tu fais d'évolution assez lisse, pour le coup je me permets de le dire oralement, mais je trouve que, et on parle souvent de nos emplois, parce que c'est comme notre taf, on passe beaucoup de temps à travailler, même si moi je n'emploie pas forcément ce terme-là, comme j'ai créé tout ce que je fais. Mince, j'ai perdu mon... Ah si, c'est qu'on est de moins en moins... Alors, cohérent, mais par rapport à une même ligne, c'est-à-dire qu'on va changer. C'est-à-dire aujourd'hui, dans mon entourage, j'ai peu de personnes qui me disent je vais rester 30 ans dans la même boîte. Et donc je prends cette évolution de cohérence. Il y a beaucoup de reconversions pro, il y a beaucoup de choses. Et là aussi, tu vois, et ça me fait penser au Covid, au fait que le Covid ait remis plein de choses en question sur les gens, comment ils se voyaient eux, qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment faire. Mais tu sais, ça, c'est super intéressant. Moi, je pense que le point positif du Covid, c'est que je pense que le Covid a remis au centre du game la mort. Ah ouais. Parce que je vais te dire, je pense qu'on a tous eu cette idée, même si on pensait potentiellement que c'était pas grave ou que ça, je pense qu'on a tous eu peur de mourir en fait. Et comme tu le disais, je pense qu'il y a eu tout un tas de reconversions professionnelles ou de reconversions amoureuses, je ne sais pas, appelle-les comme tu veux, mais non, parce que précisément à ce moment-là, les gens sentant ou se représentant cette idée de la mort, ils se sont dit putain, mais quel est le sens de ma vie? Et tu vois, ça c'est alors c'est intéressant parce que la dimension critique peut-être des sociétés capitalistes, c'est qu'effectivement on a l'impression qu'on est dans une forme d'hédonisme où tu vois le plaisir maximal, et où effectivement il semblerait que nous vivions comme si nous n'allions jamais mourir, avec tous les développements, tu sais, alors actuellement du transhumanisme, avec cette idée qu'on va vivre plus longtemps, mieux, ce qui à mon avis sera le cas. La mort, tu vois, c'est un sujet qui devient de plus en plus lointain, alors que c'est à mon avis essentiel, parce que c'est quand même ce qui donne. Alors tu vois, on parlait... Je pense qu'il faut un peu de sérieux dans l'existence, et ce qui donne le sérieux dans l'existence, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est justement la raison pour laquelle... Alors tu vois, on parlait de cette cohérence, même si j'ai du mal à la maintenir, mais c'est quand même parce qu'on va mourir qu'on essaie d'avoir de la cohérence ou de donner du sens aux choses. Donc le Covid, de ce point de vue, je trouve que ça a été hyper intéressant. Et effectivement, ce que tu disais, mais en même temps, c'est aussi la preuve d'une forme de libération. Tu sais, moi, je ne crois pas, par exemple, je ne crois pas à l'idée de vocation. Okay. Tu vois, pas du tout. Ah ouais. La vocation, mais non, parce que ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs tu remarques que les gens qui te disent qu'ils ont une vocation, c'est toujours quand ils sont en place qu'ils te disent qu'ils ont eu la vocation. Parce qu'ils ont réussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est assez intéressant. Et en même temps, tu vois, je trouve qu'avoir une vocation, c'est justement être privé de liberté, parce que ça voudrait dire que il est absolument nécessaire que je fasse ça. On n'a qu'un chemin, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pas vrai. Enfin, moi, je pense que ce n'est pas vrai.
je pense que, justement, tu sais ce qu'on disait, alors peut-être pas tout, mais beaucoup de choses sont possibles. C'est juste un choix. Et finalement, on peut se cacher derrière la vocation, justement, tu vois, pour la peur du changement, etc. Ouais. Voilà, ça peut se manifester comme ça. Ouais. Donc, Mhm. mais oui, effectivement, oui, les gens changent, mais de toute façon, tu sais, cette accélération, elle se voit dans tout. Je veux dire, on change de métier, on change d'opinion politique, on change de partenaire. C'est à mon avis, je pense qu'effectivement, tu vois, on est à un moment de rupture où effectivement, on vit tout ça de façon assez immédiate. Peut-être qu'avec le temps, ça se tassera et et en même temps, je dis pas que c'est bien, pas bien. Hein. J'essaie juste de voir, apporter des éléments de réflexion. Ouais, voilà, c'est ça. Mais effectivement, on est quand même. Tu vois, la seule constance, c'est le changement finalement, assez étonnamment dans nos sociétés. Ouais. Et c'est marrant qu'on en ait aussi peur. Ouais. Moi ça va, maintenant je le vis bien. Ouais. Mais globalement, je trouve qu'on a peur du changement. Oui, en général, mais on a peur du changement parce qu'on sait que. Enfin, je pense que si on a peur du changement, c'est parce qu'on sait qu'il est là, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois que ça fait partie, c'est intrinsèquement lié à notre être, mais on veut pas le voir. Et c'est pour ça que tu vois, la vocation a quelque chose de rassurant aussi. Le fait de rester fidèle à ce qu'on a été, tu vois, cette cohérence justement, elle empêche la nouveauté, elle empêche peut-être l'expression aussi de ce que l'on est, quoi. Et l'inconnu. Et l'inconnu. Parce que pour moi, la peur du changement, c'est la peur de l'inconnu et ce qui se passe derrière. Alors moi, tu vois, je dirais l'angoisse de l'inconnu. Ouais. Je distinguerais la peur de l'angoisse. Tu vois, la peur, on voit toujours un objet précis. L'angoisse, c'est précisément parce que c'est indéterminé. Et je pense que c'est ça, en fait, le futur est angoissant parce qu'il est indéterminé. Oui, puis instable. Et instable. Vu les... Ouais, complètement. Oui, complètement. En ce moment, depuis quelques années, on est sur une belle instabilité. C'est clair. Comment, toi, la philo a pu t'aider dans ta vie ? Alors la question est très large parce qu'en fait moi l'idée c'est aussi, alors tu vois moi alors, malheureusement je lis très peu, j'aimerais lire plus, alors j'allais dire je dois prendre le temps, je sais pas si les termes sont bien employés ou pas dans le doigt, tu vois, c'est encore toutes ces questions là, mais à quel point voilà la philo en tout cas peut aider, et toi potentiellement en prenant ton cas t'as aidé alors je sais pas, à être plus heureux. Alors tu vas vite en besogne, je ne sais pas si la philosophie m'a vraiment aidé. Ok, très bien. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, alors tu parlais de bonheur, je ne sais pas, tu sais, c'est pareil, le bonheur reste quelque chose d'assez abstrait. En tous les cas, elle me procure du plaisir. Ça, c'est sûr. Tu sais, moi, je suis plus dans une logique, je crois plus à la joie et au plaisir qu'au bonheur en tant que tel. Puisque tu sais, enfin voilà, le bonheur renvoie à un état de satisfaction durable, qui continue, qui finalement en tant que tel n'est pas très intéressant, je trouve, personnellement, tu sais. Non, mais c'est intéressant parce que, tu vois, on parlait de l'art tout à l'heure, que ce soit dans la littérature, dans la peinture, enfin dans toutes les formes artistiques, il est très peu question du bonheur, c'est pas très intéressant, hein. Tu sais, d'ailleurs, on le voit dans les contes de fées, là, ce qu'on raconte, c'est toute la difficulté pour atteindre le bonheur, et une fois qu'on y est, tu sais, ça finit, ils se marièrent, vécurent heureux et heureux. Et ça, on le dépeint pas parce que finalement, c'est pas très intéressant. Parce qu'il y a intéressant, c'est effectivement d'avoir c'est le cheminement. Donc je ne sais pas si ça m'a aidé véritablement, si ce n'est, et c'est ce que je dis à ma fille, j'aime bien la conversation avec la conversation, c'est pas vraiment une conversation, c'est j'écoute en lisant la voix de personnes mais qui sont mortes pour la plupart. Tu vois, mes meilleurs amis sont morts, donc c'est assez terrible, mais ça j'aime bien parce que finalement, tu vois, il y a quand même une forme d'actualité, même chez les vieux philosophes. C'est-à-dire qu'on pourra toujours trouver chez les anciens des choses qui font écho à ce qui se passe actuellement. Donc sans que ce soit tarte à la crème. C'est-à-dire que c'est un peu poussé, c'est un peu. Donc c'est ça qui. Moi, voilà, en ce sens, voilà, ça me plaît bien. Mais voilà. Après. Les gens de mon entourage te diraient que oui, ça m'étonne pas que tu fasses de la philosophie parce que tu t'es toujours pris la tête, etc. Alors, ça a tendance à m'énerver. Tu sais, moi, je réponds de façon un peu provocatrice. Je fais oui, mais on va pas faire que se prendre le cul dans la vie. Il faut aussi se prendre la tête, tu vois. Non, mais je trouve que c'est important. Il faut le dire. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Je dis bon, c'est bien. Il y a un temps pour tout, quoi. Tu vois, tu parlais du temps. Moi, je pense qu'il peut y avoir un temps pour tout. Mais oui, parce que tu vois, étant angoissé, certains gens m'ont dit mais est-ce que tu es sûr que la philosophie ça te fait du bien, parce qu'effectivement tu sais, tu remues très honnêtement je n'en sais rien. Je sais que ça me procure du plaisir, je sais que tu vois, alors je peux avoir des périodes où je vais pas lire pendant une semaine, 2 semaines, parce que j'ai une saturation où j'arrive pas à me concentrer tout simplement. Donc je sais pas, tu sais, c'est une amie, finalement avec la philosophie c'est vraiment une amitié.
Et dans l'amitié, l'amitié, c'est jamais linéaire non plus. Ouais. Des fois, elle me fait chier, donc je la laisse un peu pour mieux la retrouver ou pas. Tu vois, c'est vraiment. Mais je pense à ça de toute façon. Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose dans toutes nos relations conflictuelles. Alors non pas conflictuelles au sens, mais pas simple. Pas simple. Donc je dirais que tu vois, ma relation à la philosophie est pas simple, mais je lui reste fidèle malgré tout. C'est peut-être la seule dimension à laquelle je sois fidèle, peut-être. Ok. J'ai envie de te parler. Non, s'il y avait un autre sujet avant d'aborder celui-ci que j'avais en tête, est-ce qu'il va me. Si cet aspect culture générale, hein, c'est quelque chose, si je ne m'abuse, qui t'intéresse beaucoup. Ou bon bah je me suis enflammé, non, mais c'est intéressant. Oui et non. Okay. Et qu'est-ce qu'on entend derrière culture générale aussi Alors tu sais, la culture générale, ça renvoie au savoir encyclopédique. Tu sais, c'est-à-dire emmagasiné. Mais c'est intéressant aussi parce que tu vois, une des questions que je peux me poser en tant que philosophe, mais qu'on se pose tous, tu sais, c'est de savoir finalement ce qui fait la valeur d'un homme, d'un homme avec un grand H. Je fais attention, d'un humain. Voilà, j'aime bien employer le terme humain plutôt. Ce qui fait la valeur d'un humain. Et tu sais, c'est très compliqué parce que je me dis, tu vois, alors l'intelligence, même si c'est un terme bien vaste, on va dire justement cette capacité, justement, tu parles de la culture générale. Alors, la culture générale, elle présuppose quoi ? Elle présuppose d'avoir une bonne mémoire. Alors moi, tu sais, moi je suis assez factuel aussi, malgré tout. Hein. La bonne mémoire, c'est physiologique. Tu vois, on n'y est pour rien. C'est-à-dire que tu vois, moi c'est ce que je dis, hein, c'est au fond, tu as des gens qui sont naturellement grands, musclés, etc. Tu as des gens qui sont dotés d'une bonne mémoire ou pas. Donc ils vont apprendre plus vite. D'accord ? Est-ce que c'est une forme de mérite ? En fait, est-ce qu'on mérite finalement ce que l'on a parce qu'on a une bonne mémoire ? Mais ça se travaille. Ça se travaille effectivement, ça peut se travailler. Ceci étant, moi je pense que ceux qui sont dotés d'une très bonne mémoire, hein, même s'ils la travaillent, ils iront beaucoup plus loin que les autres. Mais tu vois, donc c'est toujours donc voilà, c'est très compliqué, hein. Moi j'aime bien, alors je pense que j'ai une bonne mémoire que je ne cultive pas forcément, enfin ceci étant, je fais des mots croisés, donc mais je sais pas, ça fait partie de ouais, c'est un amusement aussi, c'est une forme de distraction, de détente, mais je suis pas à cheval là-dessus, enfin c'est pas un truc. Mais non, mais tu sais, parce que effectivement, comme je te disais, la culture générale, c'est le savoir encyclopédique, tu sais, c'est finalement l'homme qui sait tout. Tu vois, dans la culture générale, hein, que l'on peut retrouver dans les jeux, alors peut-être qu'on y reviendra, mais et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même aux antipodes de ce qu'est la philosophie. Puisque le premier philosophe, c'est Socrate, et il disait, moi je sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire que logiquement, le philosophe fait aveu d'ignorance, et il va s'opposer justement à l'époque, c'est à ce qu'on appelait les sophistes, qui justement prétendaient avoir une culture, un savoir encyclopédique, c'est-à-dire connaître tout sur tout. Et donc, voilà. Parce que la culture générale, c'est aussi ça, c'est aussi un savoir de surface. C'est-à-dire que tu peux apprendre, tu peux mémoriser. C'est intéressant d'ailleurs. Moi, je sais que j'ai ma mère qui regarde beaucoup de l'émissions de Nagui là sur. N'oubliez pas les paroles. Voilà, c'est ça. Et alors, je suis très étonné de voir que, enfin très étonné. Non, en même temps, je suis pas étonné non plus, mais il y a des gens qui travaillent pendant 1 an ou 2 ans à apprendre des chansons par cœur pour. Non, c'est assez intéressant, quoi. Tu vois, ça nous dit aussi quelque chose, quoi. Hein, ça nous dit entre autres aussi, tu vois, que si le travail en général était plus intéressant et plus plaisant, peut-être que les gens ne feraient pas ça. Non, mais c'est quand même. Peut-être qu'ils travaillent dans des espaces de karaoké et que. Peut-être. Alors oui, mais c'est vrai. Je fais un bémol, on ne sait jamais. Et justement, bon, on va y venir. Pour le coup, tu parles de jeux. Effectivement, certaines. Là, on entend ta voix. Peut-être que certains la reconnaissent. Mais ton visage aussi. Tu as participé aux 12 coups de midi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, tu as fait 72 participations. Oui, je crois, il me semble. Pourquoi y avoir participé ? Toujours pas. Enfin, un peu par hasard, hein, je te dirais. Hein, c'est pas. Des motivations un petit peu ça peut paraître assez surprenant, après tu sais c'est peut-être aussi quand j'analyse tout ça, tu sais, je me dis il y a un truc, tu sais, en philosophie il y a souvent on fait référence tu vois, à la figure de Thalès. Alors, je sais pas, Thalès, tu sais, bon, pour la plupart des gens, c'est le théorème de Thalès. Et Thalès était un mathématicien, mais était philosophe, il était un peu tout. Ils étaient un peu tout à l'époque. Et en fait, il y a une anecdote assez intéressante dans un ouvrage de Platon, hein, où on voit Thalès qui est en train de regarder dans le ciel et en train de regarder les astres pour essayer de comprendre et de voir s'il y a une régularité. Bon. Pendant qu'il fait ça, tu as une servante qui est en train de laver du linge et qui le regarde un peu ébahi. Tu vois, elle regarde,
qu'est-ce qu'il fait ce mec là, regarder dans le ciel, etc. Alors que là, tu vois, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'abstraction, le mec regarde dans le ciel, et elle, c'est un travail manuel, matériel sur la matière. Et alors, je sais pas si tu connais cette anecdote, et Thalès, finalement, occupé qu'il est à regarder le ciel, il tombe dans un puits. Et ça a déclenché l'hilarité de la fameuse servante qui se dit putain, enfin elle a pas dit putain, c'est moi qui le rajoute, elle dit plutôt que de s'occuper des choses abstraites, il ferait mieux de regarder devant lui. Et tu sais, finalement ça s'est resté de l'image un petit peu d'Épinal du philosophe, comme le mec un peu déconnecté, qui n'est pas dans le réel. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce même Thalès, tu as une autre anecdote qui est rapportée par Aristote, justement. Alors je sais pas si le mec c'était un engagement personnel, mais si tu veux, il a prouvé aussi que cette connaissance abstraite, elle pouvait avoir des répercussions concrètes. C'est-à-dire que grâce à des calculs, il a anticipé qu'à un moment donné en Grèce, il y aurait une récolte d'olives qui serait énorme. Et il a prévu 6 mois, c'est-à-dire 6 mois avant les autres. Et ce qu'il a fait, alors il a loué tous les pressoirs à huile de l'endroit où il était, d'accord ? Et quand la saison est arrivée, effectivement, il y a eu une abondance d'olives. Et donc, il a sous-loué tous les pressoirs à huile à un prix incroyable, ce qui fait qu'il s'est enrichi. Et grosso modo, il a dit, vous voyez, si je veux mon savoir, je peux m'en servir pour m'enrichir. Mais c'est pas ce qui m'intéresse au fond. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc, tu vois, par rapport au jeu, alors est-ce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là ? Au sens où, parce que tu sais, c'est quand même... donc moi je suis enseignant, les enseignants on le sait, même si c'est un peu un cliché ou c'est un préjugé, je sais pas, sont censés être des gens qui réfléchissent un petit peu, tu vois, qui connaissent certaines choses, qui manifestent un certain goût pour, tu vois, quand t'es enseignant, t'écoutes France Inter, tu lis Télérama et tu vas à Utopia. Non mais tu sais, c'est quand même le... On est sur du bon gros cliché en même temps. Et en même temps, un cliché est un cliché parce que à un moment donné. Et donc, tu imagines qu'aller sur TF1, le grand Satan, le Chétan. J'aime bien ça aussi. J'aime bien cette idée, tu vois, de se faire un peu intempestif, d'aller là où on nous attend pas. Donc, voilà, ça m'a amusé. Voilà, ça m'a amusé. Donc voilà, ça c'était aussi dans une forme de divertissement. Mais extrêmement plaisant, hein. Je te dirais que moi j'ai passé 3 semaines, parce que les enregistrements durent un peu plus de 3 semaines. C'est extrêmement plaisant, hein. Tous les gens sont aux petits soins pour toi, tu gagnes de l'argent, donc voilà, ça, je ne vais pas, je n'ai rien à redire là-dessus. Effectivement. Et donc les enregistrements durent 3 semaines alors, et donc tu en enregistres plusieurs dans la journée, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'était à coup de 5 enregistrements par jour, et je te dis, les 72 émissions, je les ai enregistrées en l'espace c'était du 10 janvier au 7 février, donc pas tout à fait un mois. Tu vois, donc voilà. Donc ce fut assez bref, hein, une petite parenthèse. Complètement. Et alors, est-ce que ça se passe comme on le voit à la télé pour le coup ? Est-ce que c'est la durée d'enregistrement était... Alors pour le coup, je pense, parce que j'ai reçu des personnes sur le Pompon qui en ce moment passent sur Qui va être mon associé, c'est complètement différent, on est bien d'accord, mais ils font des émissions d'1h30 et on voit 10 minutes à la télé. Alors là, je pense que ça doit être moitié. D'accord. Je sais pas combien dure l'émission, parce que moi je dois t'avouer que je ne regardais pas cette émission. Je ne la regarde toujours pas. Tu vois, je suis très peu regardé en fait. Je ne m'intéresse pas vraiment à moi. Pas pour ça en tous les cas. Donc non, je crois que c'est à peu près moitié. Moitié. Tu vois, l'émission doit durer 45 minutes, 50 minutes. Et l'enregistrement, c'est 1h30. Voilà, grosso modo. Et donc quand tu l'as fait, tu t'es pas fixé de limite, tu t'es dit bon bah je continue, je gagne. Oui, mais de toute façon c'est le truc, hein. Tu sais, c'est le but de l'émission, hein, donc. C'est-à-dire que tu restes à l'émission suivante si tu gagnes le jour même, donc tu t'es pris dans une espèce d'engrenage, voilà. Donc non, mais c'était très plaisant. Franchement, c'était sympathique. Même si effectivement, tu vois, alors le problème de TF1, c'est qu'une grosse exposition et je n'entrerai pas dans les détails, mais ça a été très compliqué au niveau de ma vie affective. Voilà. Ça a été assez cataclysmique. Voilà. J'imagine. J'allais te demander, donc on va pas entrer dans ces détails-là, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de positif et de négatif, parce que donc on n'ira pas sur cet aspect-là, je te rassure, en tout cas pas avec un micro ouvert. Et après sur effectivement le côté médiatique, parce que dans ce que moi j'ai lu, c'est que tu étais quand même prof de lycée, donc pendant 3 semaines t'as pas donné, quasiment un mois t'as pas donné cours. Alors les lycéens devaient être hyper contents d'avoir leur prof à la télé, et en même temps les parents qui se disent ils ont pas cours, j'imagine que ça a pu créer quelques tensions. Je sais pas comment ça s'est passé, enfin voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif, et sur une partie un peu négative, quoi, de cette visibilité, parce qu'en fait, et derrière ça, pardon, et je me dis,
beaucoup de personnes, et j'en fais partie, dont mon métier c'est de faire de la com et donc d'être le plus visible possible, il y a des avantages et des inconvénients à cette visibilité. Ouais, bien sûr. Alors, je vais aborder tout de suite ce que tu as évoqué, cette idée selon laquelle effectivement ça aurait pu faire des remous. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, ça m'a permis aussi de mesurer le décalage entre la réalité effectivement et l'image. C'est-à-dire que si tu veux, moi j'ai vu, alors je regarde très peu les réseaux sociaux, mais je sais que tu vois, il y a eu un pseudo-scandale parce que les élèves n'avaient pas. J'ai été contacté d'ailleurs et j'ai fait une interview. C'était assez intéressant de voir le traitement que font les gens. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein, moi, je sais pas, par une grande chaîne nationale, grande chaîne BFM TV, donc, qui au demeurant très sympathique, hein, le journaliste. Mais en fait, il s'est pas passé grand-chose concrètement, en vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand-père, je crois, qui s'est manifesté pour un. Ouais. Après, comme je te dis, ça a duré. Tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours, ça a duré 3 semaines. Qui plus est, donc moi j'ai donné un congé sans solde. J'aurais dû avoir un remplaçant, mais qui n'est pas venu. Enfin, il y a eu, tu vois, un truc qui était très bizarre parce que quand je suis revenu, le rectorat a mandaté un autre enseignant pour venir donner des cours en plus pour rattraper. Ce qui est très intéressant, c'est que l'enseignant qui devait me remplacer donc n'a pas pu assurer sa fonction pendant 2 semaines, et la personne qui est venue après était disponible durant cette période. C'est-à-dire que en fait, il y avait la possibilité de... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très particulier. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, par exemple, le lycée où je suis, donc moi j'étais absent 3 semaines, et ce qu'il faut savoir c'est que cette année, même l'année précédente, moi j'ai des élèves qui durant toute l'année n'ont pas eu de prof d'anglais ni de prof d'espagnol, et ça n'émeut personne. C'est-à-dire que tu vois, et donc tu vois cette visibilité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça permet de faire ressortir. Tu sais que d'ailleurs, moi, il y a eu un article dans que je te dise pas de conneries, je crois que c'est dans The Times. Journal anglais, où j'étais en photo, où en fait c'est très intéressant parce que la presse britannique se servait de mon exemple pour montrer les carences et les insuffisances du système éducatif français qui n'était pas en mesure de remplacer ses enseignants. Ah ouais, ça va loin. Non, je trouve ça incroyable. C'est incroyable. Wow. Donc voilà, mais en même temps, tu vois, ça m'a permis, moi c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout, ça m'a permis de voir qu'effectivement on fait feu de tout bois et effectivement, on part d'étincelles. Alors après, moi, j'en ai pas... Mais je pense qu'effectivement, ça peut avoir des conséquences terribles. Ce pouvoir de modification, quoi, qui est de la réalité. Donc voilà. Après, positivement... alors, je sais pas, négativement, alors c'est pareil, je ne sais pas. Je sais que... mais je regarde pas trop. Je crois que j'ai fait l'objet, mais comme tout le monde, hein, de diatribes, tu vois, de gens qui... bon, écoute, moi, en même temps, moi, je dis toujours que si les gens, effectivement, tu sais, on parlait de bien-être, si ça leur fait du bien de critiquer, machin, grand bien leur face, justement, tu vois, mais vraiment, si je peux leur servir à ça, tant mieux. Non, mais vraiment, tu vois, c'est ce que je veux dire. Et puis, et c'est gentil d'ailleurs de me porter un tel intérêt, même négatif. Je pense que je n'en vaux pas forcément la peine, mais bon, s'ils veulent perdre du temps à analyser mes comportements, c'est leur problème, hein, ça, donc voilà. C'est leur temps. Ouais, exactement. Ils font ce qu'ils veulent de leur temps. Et si une fois de plus, si ça les réjouit et que ça leur fait du bien, moi, il n'y a pas de souci. Après, positivement, je sais pas. Alors alors il y a quand même, tu vois, chez les élèves notamment, je crois que j'ai beaucoup de succès chez les grands-mères. Et donc non, c'est plutôt sympathique. Et tu sais, moi, je veux dire, les peu de gens qui ont pu me reconnaître dans la rue, parce que c'est toujours pareil, tu sais, ça reste, c'est une émission à mon avis qui est assez populaire. Tu vois, moi, j'habite en plein centre de Bordeaux, je suis pas sûr que ce soit la cible, hein, les gens. Donc, les gens me reconnaissent pas forcément. Mais ça reste une émission qui est diffusée à midi sur TF1. C'est ça. Donc il y a une cible particulière. Mais les gens que j'ai vus qui ont pu me reconnaître ont tous été extrêmement sympathiques, extrêmement gentils. Donc, de ce point de vue, ça c'est très très bien. Et puis après, bon, voilà, ça m'a apporté aussi un petit confort matériel qui, je ne cache pas, n'est pas négligeable, et voilà, c'est plutôt sympa. J'imagine. Et pour les personnes qui s'intéressent pas forcément encore à la philosophie, parce que j'ai envie de dire c'est les personnes que tu côtoies le plus souvent, parce que ce sont les lycéens, n'est-ce pas, et tu fais la découverte de la philo avec eux, mais les personnes, quel que soit leur âge, qui s'intéressent pas à la philosophie, quelle porte d'entrée par où pouvoir entrer vers ça si ça nous intéresse? Oui, c'est une bonne question parce qu'en plus on rencontre souvent des gens qui, devenus adultes, te disent tiens, c'est dommage la philosophie, je suis passé au travers, ça ne m'a pas intéressé. Et il y en a certains qui disent tiens, maintenant je regrette et je m'y mets très bien. Alors après, je pense que je sais que, enfin, j'aurais tendance à te dire d'aller directement se confronter à des textes, mais pas trop difficile. C'est-à-dire que moi, je pense que, tu vois, on parle de
tu sais, on parle de développement personnel, effectivement, aujourd'hui, on entend plein de choses, on voit dans des émissions plein de choses. Moi, je pense que pour les gens, ce qu'on appelle aujourd'hui développement personnel, c'est traité, à mon avis, de façon beaucoup plus précise et concrète, tu vois, chez tout un tas d'auteurs, chez les stoïciens, par exemple. Tu vois, les stoïciens, typiquement, ils te disent, je sais pas, il y a un truc qui s'appelle les hypomnématas, c'est-à-dire qu'ils te disent, ouais, c'est pas compliqué, le matin quand tu te lèves, tu te fais une liste. De ce que tu vas faire dans la journée, et le soir tu fais un petit débrief de 10 minutes et tu verras que si tu as tout fait, tu seras relativement bien. C'est-à-dire que c'est non, mais tout un tas C'est d'assauts. clairement du développement personnel, ce qu'on dit aujourd'hui, quoi. Mais bien sûr, mais tu vois, on n'a n'a rien inventé, mais tu sais, c'est comme tout, tu sais, tu vois bien. Alors j'en suis le premier qui je fais du crossfit, mais le crossfit, ça existe depuis 500 ans, enfin, tu vois, et on remet au goût du jour des choses qui existent et qu'on trouve déjà. Donc moi je dirais, tu vois, une bonne porte d'entrée, ce serait la lecture des stoïciens, tu vois, Épictète, Sénèque, c'est pas compliqué à lire, c'est extrêmement intéressant en termes de sagesse pratique, c'est-à-dire de façon de vivre. Platon. Alors même si je suis pas, alors je te disais que j'aimais pas la philosophie, je suis pas entièrement d'accord avec la vision platonicienne, même si je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue conceptuel, mais ça se lit relativement bien. Et ça peut faire des. Alors après tu as des moi je me souviens je lis des livres, alors souvent de philosophes qui font des livres à grand public, et notamment je pense à Charles Pépin, je sais pas si tu vois qui c'est, on le voyait souvent, qui a écrit un livre qui est super, qui s'appelle Quand la beauté nous sauve, qui est super. Tu vois, c'est parce que justement, alors il fait pas référence forcément à des grandes œuvres qui intéresse 3 ou 4 personnes dans le monde, tu vois, mais il va s'imprégner de la culture populaire pour pareil, tu vois, t'as un mec qui s'appelle Olivier Pourriol qui a écrit un livre sur cinéphilo, où justement, alors tu vois, moi je le fais avec mes élèves, comment dans le cinéma finalement on peut trouver et il y a finalement matière à philosopher, et même à voir, tu vois, moi c'est ce que je fais avec les élèves, je leur montre des films et puis je leur montre, tiens, regardez, si on prend cet auteur, il pense ça, ça et ça, mais regardez, on retrouve ça dans le film. Donc je pense qu'il peut. Voilà, donc moi je te dirais les stoïciens, Platon. Et ensuite, mais pas hésiter à les demander aussi aux libraires qui normalement sont censés voir en termes de nouveautés, parce que je connais pas. Mais comme je te disais, Charles Pépin est très bien, Olivier Pourriol est très bien, moi je trouve. C'est vraiment bien. Ouais. Donc, et tout ça, j'avais une question tout à l'heure à un moment donné, mais tes réponses, c'est que est-ce que les philosophes actuels permettent autant à la fois l'accès et en même temps donc à la philo et à la réflexion que les anciens? Ben, je ne sais pas, tu sais, c'est comme on le disait aussi, ce n'est pas la même époque. Tu vois, Descartes, il passait pas chez Ruquier, quoi. Non, mais donc la donne. Peut-être, c'est juste que ça n'était pas filmé et que. Non, mais la donne a changé, c'est vrai, et c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, tu vois, on est en France, d'ailleurs c'est assez particulier. Je pense que le philosophe qui est médiatisé, on parlait du chétan, c'est le chétan. C'est-à-dire que ça ne va pas avec le rôle normalement du philosophe. Tu sais, moi je me souviens quand j'étais à la fac, j'avais un prof qui était très intelligent et qui d'ailleurs avait l'intelligence et le discernement pour faire la part des choses, justement. Et il me disait, vous voyez, il m'avait donné un sujet à l'époque, c'était qu'est-ce qui est sérieux, justement. On parle de ça. Et il me disait, mais vous voyez, par exemple, il me disait, moi je suis prof d'université, donc on représente une certaine forme d'élitisme intellectuel. Il me dit, ouais, moi par exemple, Michel Onfray, je trouve que c'est pas sérieux. Et effectivement, tu vois, les profs d'université trouvent que Michel Onfray, c'est. Et il me regardait, il me disait, et en même temps, vous voyez, le problème, c'est que Michel Onfray, lui, dans ses livres, il dit que moi, ce que je fais, c'est pas sérieux. Donc, quelque part, non, mais c'est très compliqué. Je ne sais pas. Alors, j'aurais tendance à dire que. Je lis très peu en fait de philosophes contemporains. Tu vois, actuels. Je suis pas. Je me suis arrêté moi, tu vois, au XXe siècle. J'ai dû m'arrêter à Deleuze et Sartre, donc dans les années 60-70. Après les autres, je les connais pas bien, j'avoue. Bon, bah, ça marche. Je ne connais pas tout. Est-ce que si j'avais encore des questions, parfois, tu vois, j'ai des questions qui viennent et elles repartent. Quel dommage. Mais tu vois, ça c'est l'illusion de. C'est ce que disait Nietzsche. C'est l'illusion de. Je ne pense pas. C'est que les pensées elles viennent quand elles veulent en fait. Exactement. Mais c'est pour ça qu'en général, je coupe les gens. Puis là, je te laissais parler. Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Yes, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Ça reviendra plus tard. Et est-ce que la philo, au final, elle est pas un peu partout? Alors, sûrement, en même temps, tu sais, je vais revenir sur ce que je te disais tout à l'heure, sur cette idée que, tu vois, en fait, c'est pas la...
tu vois ce que je te disais là tout à l'heure, moi, dans le fait que je n'aime. La question de savoir si j'aime ou pas un philosophe, elle ne se pose pas. La question de la pratique de la philosophie, tu vois, moi, je suis pas un grand fan des cafés philo. Parce que je trouve que le café philo, alors je ne sais pas, et en même temps, tu vois, comme je suis sceptique, je me dis, est-ce que c'est finalement ma fibre condescendante qui se manifeste là? Je ne sais pas. Mais tu vois, les élèves, par exemple, quand ils rentrent en cours, ils pensent que la philosophie, ça va être le lieu de débat. Alors je leur dis assez cyniquement, je fais non, mais pour débattre, faut avoir des arguments, etc. Et en même temps, tu vois, moi j'ai été comme quoi, finalement, on est influencé aussi par ce qu'on lit. Et moi, ma vision de la philosophie, tu vois, elle s'inscrit vraiment dans ce que disait Gilles Deleuze, alors moi, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui disait que la philosophie, c'est pas un lieu de débat. Et en fait, si tu veux, lui, il a vraiment c'est très intéressant parce que lui, il considère que le propre de la philosophie, c'est de créer des concepts. Et alors, tu vois, lui, justement, il déplore le fait que le concept, ce soit quelque chose qui soit repris par. Alors, ce qui déteste le plus, c'est les publicitaires. Tu sais, le concept, ou alors aujourd'hui, on a un concept, etc. Alors, quand tu vois le développement qui te fait du concept, tu comprends que ça le fasse chier. Mais bon. Et en fait, lui, il explique que le philosophe, il crée des concepts. C'est-à-dire qu'il va créer, il va écrire, hein, il va produire des distinctions, etc. Et ensuite, je dirais qu'il il les livre à ceux qui veulent les lire. Et après, lui, il n'intervient plus. Tu vois, lui, il a écrit un truc, c'est extrêmement intéressant. Il a écrit un livre sur la question du pli, le pli. Alors, il disait que le pli, existentiellement, c'est important parce que pli, déplier, de s'expliquer, etc. Et il expliquait que une fois que son livre a été sorti, il a reçu un courrier d'une corporation professionnelle qui disait votre ouvrage nous a parlé parce que nous sommes les professionnels du tri, du pli, pardon. Le pli, c'est nous, et c'était une association de facteurs, enfin de mecs de postiers. Alors effectivement, le pli, hein, bon. Et il disait, et en même temps, j'ai reçu une lettre de la part de surfeurs. Il disait, le pli, c'est nous. Le pli, tu sais, la vague qui se replie existentiellement. Et en fait, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que tu vois, la philosophie, c'est lui, il livre, il produit, il crée quelque chose qu'il livre, et après, les gens se l'approprient ou pas. Et c'est pas tant savoir, tu vois, c'est pas la question est-ce qu'il a raison ou pas raison. C'est-à-dire que finalement il nous livre quelque chose. Alors en un sens, tu vois, la création c'est le propre de l'artiste. Alors le philosophe c'est pas un artiste, mais en fait tu vois, ou c'est un artiste de l'intellect. Tu vois, il va livrer des concepts et après ben, on les prend. Je veux dire comme quand tu écoutes un morceau de musique, tu lis alors tu me diras un morceau de musique, on peut l'aimer ou pas l'aimer. Bon après c'est pas parce que j'ai dit que je n'aimais pas la philosophie que tout le monde doit dire j'aime. On peut dire j'aime ou j'aime pas. Ouais, complètement. Mais encore une fois, on vient se nourrir de ça pour aller à la réflexion, et même dans ce cas, dans la musique, dans les films, dans tout ce qu'on veut. C'est ça. Non, mais ça nous nourrit. C'est toujours l'image, hein. C'est de la nourriture. C'est comme on a besoin d'éléments extérieurs pour grandir physiquement, mais intellectuellement aussi. Tu vois, un livre, c'est une nourriture. Donc à partir de là, même ce qui est mauvais, même ce qu'on vomit, au moins, tu vois, ça a un effet. Merci pour l'image. Je m'y attendais pas. Je t'en prie. C'est la création d'imprévisible beauté. Exactement. Surprendre l'imprévisible, la surprise. Ouais. Écoute, ça fait un peu plus d'une heure qu'on échange tous les deux. Est-ce que il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne, quelque chose qu'on n'a pas abordé? Parce que je me dis, pour le coup, la philo, on pourrait en parler pendant des heures. Oui, là, je pourrais rester pendant 10 heures. Ouais. Si tu veux, mais est-ce que et dans ce cas-là, moi, l'idée, c'est des choses sûrement et clairement que je n'ai pas abordées, mais que j'ai pas forcément en tête. Et est-ce que toi, il y a des sujets sur lesquels non, mais tu sais, alors je ne vais pas me contredire, mais en même temps, tu vois, c'est ce qui montre toute la tension. En fait, tu sais, moi, je reste convaincu que la vie, parce qu'on va parler de la vie, tu vois, pour terminer, tu vois, la question qui occupait les. T'as parlé de mort tout à l'heure. Ouais, les philosophes antiques. Non, mais c'était qu'est-ce qu'une vie bonne, en fait, tu vois, comment déterminer ce que l'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Après, moi, je trouve que la vie est quelque chose de compliqué. Tu sais, moi, j'ai été nourri aussi, les choses qui me parlent beaucoup philosophiquement, c'est tout le courant existentialiste. Et avant le courant existentialiste, alors, un philosophe qui a été assez marquant, à mon avis, c'est un philosophe allemand qui s'appelait Heidegger. Alors Heidegger, alors là, si on regarde la bio, c'est terrible parce qu'il a été, tu sais, allemand, il était encarté chez les nazis. Alors après, le problème, c'est que, enfin, c'est pas le problème, c'est toujours pareil entre l'artiste et l'homme. Bon, même si c'est pas un artiste. Et bon, l'humain. Après, l'artiste, mais c'est souvent ça qu'on met en avant, en tout cas, sur les dernières années. C'est ça. Quand tu lis Sein und Zeit, c'est Être et temps, qui sont ouvrage, tu vois rien ça n'a rien à voir, c'est extrêmement conceptuel. Et en fait, Heidegger, quand même, à mon avis, touche quelque chose d'essentiel. Hein. Il explique que finalement. Si on devait qualifier l'être humain, nous autres hommes, c'est cette idée qu'on ne coïncide jamais avec nous-mêmes. Tu vois, on parlait par rapport à soi. Et en fait, tu sais, moi je dis souvent à mes élèves, c'est pareil de façon un peu. Je trouve que notre situation elle est pas aisée parce qu'on est un peu les bâtards de l'univers, si tu veux. On n'a pas notre place, elle est très compliquée. Tu vois, il y a 200 000 ans, Homo sapiens est arrivé.
avec la conscience, etc. Et on se pose tout un tas de questions. Enfin, on est des animaux métaphysiques parce qu'on se pose cette question-là. Et je trouve que c'est pas simple. C'est pas simple de composer finalement. Tu sais, est-ce que la vie est simple ou pas? Je trouve pas. Je trouve pas que ce soit quelque chose de si simple que ça. Mais je pense que chacun en son fort intérieur, voilà, doit essayer de déterminer ce qu'il estime être la vie bonne. Tu vois, et il faut pas avoir honte. Hein, tu vois, il peut y avoir des gens qui considèrent que ce qui les rend heureux, c'est gagner beaucoup d'argent. Pourquoi pas alors même si ça crée des injustices, alors qui peuvent me sidérer, mais voilà, c'est-à-dire que se dire, tiens, qu'est-ce qui fait, tu m'en parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait dire que tiens, ben là, si ce n'est réussi ma vie, j'ai accompli quelque chose. Voilà. Alors donc, ça peut être l'amour, ça peut être tout un tas de choses. Donc c'est ça. Et puis surtout, alors moi je m'adressais surtout aux jeunes générations. Moi je pense que quand on a 17-18 ans, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait le poète, c'est vrai. Ouais. Ceci étant, il faut quand même... Tu vois, je vais tempérer un peu mon propos. Il faut un peu être sérieux, mais il faut juste être sérieux pour ne pas... Ce qui serait pour moi la pire des choses, et ce qui est la pire des choses, c'est de te dire... à 40-45 ans, si j'avais su. Tu vois ? C'est-à-dire que, bien sûr, rester son âge à 17 ans, mais garder peut-être un petit truc, se dire, bon, parce qu'on n'est pas éternel, parce que, voilà. Et tu vois, pour moi, ce serait la pire des choses. Tu parlais du rapport au temps, voilà. Ce qui est le pire, c'est de se dire, à 40 ans, si j'avais su, je n'aurais pas fait ça. Ouais. Donc c'est, tu vois, une invitation aux jeunes générations, parce que ceux qui ont 40 ans c'est trop tard. De toute façon, mais non, ça peut switcher quand même. Tout à fait. Ça peut, quel que soit l'âge, je pense qu'on peut. Tout à fait. Donc voilà. Il y en a qui ne le font jamais, donc autant faire. Oui. Mais ils sont peut-être plus heureux que nous. Oui. Hein, oui. Ça, c'est pour ça que le bonheur, hein, c'est. Vaste sujet. Ouais, mais effectivement, tu as plusieurs fois parlé de l'esprit de toute façon. Enfin voilà, dans cette échange, alors que je ne crois pas à la notion d'esprit. Exactement. Ça qui est intéressant. Je crois au cerveau, mais pas à l'esprit. Tu crois au cerveau, mais pas à l'esprit. Je suis extrêmement matérialiste. Alors, d'un point de vue biologique, je suis extrêmement matérialiste. Okay. Et je pense que l'esprit et l'âme sont des notions qui sont créées en un sens pour justement nous rendre responsables d'eux. Alors, d'ailleurs, ça se vérifie. Tu sais qu'aujourd'hui, on parle de moins en moins parce que la question de l'âme et de l'esprit, on se posait la question de savoir l'homme possède l'âme et l'esprit. Pendant très longtemps, on a considéré que c'était la différence essentielle entre les hommes et les autres animaux. Mais certains ont venus à dire que les animaux ont aussi peut-être un esprit, une âme. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toute la neurobiologie et même en philosophie maintenant, on a remplacé ces deux mots qui sont quand même assez équivoques. Tu vois, c'est pas par le mot de conscience. Okay. Et au moins la conscience, tu vois, elle peut faire l'objet d'une gradation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reconnaît que tous les animaux ont une conscience. Alors que l'âme et l'esprit, tu vois, ça reste... Il y a un enjeu métaphysique qui est beaucoup plus important. Alors que la conscience, c'est quand même beaucoup plus... Et donc voilà, moi je pense qu'on a tous la conscience. Et si on pense, je pense que c'est uniquement parce qu'on a un plus gros cerveau, en fait. Okay. Et qu'il y a des interactions qui se font. Qui ont plus de place pour se faire. Voilà, exactement. Et t'aimerais potentiellement amener à la réflexion sur quoi, là, dans les personnes qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de transmettre? Tu transmets effectivement à tes lycéens et lycéennes. Est-ce que là, voilà, je te laisse encore la parole ouverte. Mais alors après, il y a des enjeux, tu sais, moi, donc on a parlé de tout un tas de choses. Moi, je suis assez aussi, j'aime bien réfléchir sur la politique aussi, tu vois. Alors, je te disais en dehors que moi, je me sens fondamentalement et viscéralement de gauche. Alors, tu vas me demander pour quelle raison, ça peut être très compliqué. Mais en même temps, tu vois, moi, j'ai une tendance, alors, je suis loin d'être Robin des Bois, mais j'ai toujours envie de me placer du côté du plus faible, toujours. Toujours. Je pense que c'est l'intérêt du plus faible qu'on doit d'abord prendre en considération. Donc voilà, c'est pour ça que... alors attention, tu vois, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que, tu sais, quand tu écoutes les débats politiques, il y en a qui te disent « Monsieur, vous n'êtes pas dans la réalité », comme s'il y avait un monopole. Moi, ce que je me dis quand je vois la politique, quand je vois par exemple la politique actuelle, je ne dis pas qu'il a tort. Je dis simplement que je n'ai pas du tout la même perspective et la même vision. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre. Tu vois, c'est juste une question de perspective. Donc voilà, donc réfléchir aussi, effectivement, tu vois, à la politique avec un retour. Je veux dire, on a quand même, dans nos sociétés en France à l'heure actuelle, moi je pense qu'on a quand même abandonné la politique. Tu sais, les gens s'insurgent parce que les politiciens font des magouilles, etc. Oui, mais le problème, c'est qu'on a laissé faire. Tu sais, et pour preuve, moi je dis, le seul acte politique qu'on fait, c'est voter. Et moi, je demande à mes élèves, mais je pourrais demander à n'importe qui dans la rue, tu demandes qui est le député de la circonscription. Les gens ne savent pas. Ou tu leur demandes quelles ont été les dernières décisions qui ont été prises lors du dernier conseil municipal, dire qui nous concernent directement. Tu vois.
Ouais. Les gens n'y vont pas. Je me mets dedans. Je me mets dans le lot. Et je veux dire, il y a un moment donné, il faut être. Alors, tu vois, à certains moments, il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'on a quand même abandonné tout ça. On a quand même abandonné tout ça. Mais justement, c'est lié à nos sociétés, puisque la liberté, on la situe dans la société civile, enfin, tu vois, dans la sphère privée et plus dans la sphère publique. Ouais. Tu vois, ça, c'est un gros changement aussi par rapport aux Grecs. Hein. Chez les Grecs, dans l'Antiquité, le citoyen libre, c'est celui qui délibérait dans les affaires publiques. C'était là la liberté. Et effectivement, il y a eu une espèce de changement. Aujourd'hui, la liberté, tu vois, ça renvoie à l'égoïsme, l'individualisme, etc. Ouais. Donc, faut pas s'étonner non plus. Tu vois, il y a un moment donné, c'est pas, tu sais, comme on dit chez moi, c'est pas une fois qu'on a qu'il faut serrer les fesses. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est ce que je veux dire. Il y a un moment donné, il faut être cohérent. Il faut regarder les choses en face. Et oui, on en est responsable aussi. Ouais. Tu vois, à un moment donné, on peut pas rejeter la faute entièrement sur ceux qui. Exactement. Parce que tiennent d'une manière, soit on a voté pour eux, soit on n'est pas allé voter. Oui. Si on prend si je reste dans cette logique de vote, pour le coup, parce que effectivement, si on a un taux d'abstention aussi élevé, alors il y a le côté effectivement, je pense politique. On rentre dans d'autres débats, mais c'est intéressant. Il y a le côté évidemment politique des choses qui facilite ou pas la prise de conscience de chacun à toucher du doigt sa propre liberté. Et donc ça, c'est quelque chose de global. Et après, il y a les gens. Est-ce qu'ils vont voter? Est-ce qu'ils s'engagent aussi? Parce que voilà, pour qu'il y ait des politiciens qui soient à ces places-là, c'est aussi des personnes comme nous qui y sont allés. Bien sûr. Non, tout à fait. Voilà. Donc il y a quelque chose peut-être à repenser là, de ce point de vue. Hein, tu vois, vraiment. Mais je reste, moi, je crois malgré tout en le politique. Tu vois, je reste convaincu que c'est le politique qui peut arranger tout un tas de choses, mais à repenser. Mais là, un vaste sujet. Complètement. Et je ne suis pas suffisamment compétent en la matière mais je me dis qu'il y a des choses à faire là-dedans. Je crois qu'il y en a qui essayent. Je pense. Il y en a qui essayent. C'est peut-être pas encore la majorité, mais je crois qu'il y en a qui essayent. J'espère. Mais tu vois, c'est nos générations à venir aussi. Voilà, ils ont quand même ce truc-là. Voilà, il y a peut-être un enjeu là assez essentiel à reprendre ça. Mais tu as raison, un enjeu de expliquer ce qu'est la politique. Déjà, à quoi elle sert, et ce que c'est pour se rendre compte de l'intérêt qu'on doit y porter. Bien sûr, tout à fait. Parce que sans politique, c'est un beau bordel. Ah bah oui, clairement là, complètement. Je te rejoins. Est-ce que, alors t'en as déjà aussi distillé quelques-uns, je vais arriver à mes deux dernières questions. Est-ce que tu as des conseils à donner à celles et ceux qui nous écoutent, au-delà de lire de la philosophie, pour que, tu vois, moi j'aime bien ces termes-là quand même, cet alignement tout de même, parce que moi c'est ça, et tu le disais tout à l'heure, et c'est assez rigolo, parce que je dis souvent, moi tout est possible, et tu vois, typiquement il y a un an, ce que j'ai pu mettre sur mon compte Instagram, c'était tout est possible, et en se disant, voilà, ce côté, essayer d'ouvrir le champ des possibles. Tout à l'heure tu as dit que tout n'était pas possible, tu l'as pas dit exactement comme ça. Beaucoup de choses sont possibles, mais pas tout. Exactement. Et donc bref, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour soit activer ces choses-là? Moi j'aime bien l'idée le podcast aussi, c'est pour potentiellement activer des déclics, des pistes de réflexion qui deviennent déclics ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de... Je ne sais pas. C'est compliqué. S'il y en a qui savent, je suis preneur. Hein, okay. Si on peut contacter pour me dire pour mon propre cas. Non, je pense que... plus on vieillit, plus effectivement, tu vois, ça va être extrêmement trivial ce que je vais dire. Moi, c'est ce vers quoi j'essaie d'aller. J'essaie, c'est très compliqué pour moi, pour des raisons personnelles, d'être encombré le moins possible, pollué le moins possible par les autres, même si. Donc voilà, essayer de faire. Alors tu vois, même si ce que l'on sent, quoi, c'est-à-dire ne pas hésiter et ne pas regretter. Voilà, faire ce qui nous sent, faire ce que l'on sent. Je pense qu'il faut oser, quoi. Tu vois, oser pas être sérieux, en fait. Oser ne pas être sérieux, mais ça veut pas dire ne pas être sérieux, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Complètement. Rire de tout, tu vois. Voilà, une forme de... Parce qu'assez étonnamment, tu vois, je trouve qu'effectivement, on en revient dans nos sociétés qui sont de plus en plus libérales à une forme de censure morale de plus en plus présente aussi. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal quand même, tu vois. Autant, tu vois, effectivement, moi j'étais fan de Desproges, par exemple. Quand tu écoutes un sketch de Desproges, aujourd'hui il se ferait, c'est pas possible, mais ça passe pas. Ouais. Donc c'est compliqué, tu vois, de devoir composer. Après, c'est l'intelligence aussi, hein, savoir s'adapter. Il faut être, non, faut rire en fait. Je pense que, Mais c'est le terme légèreté, moi, que j'ai en tête. Je suis d'accord. Parce que face au sérieux, au final, apporter un peu de légèreté dans tout. Face au sérieux, au tragique de l'existence, essayer d'apporter un peu de légèreté. Tout en. Mais c'est comme on disait, c'est une sorte de synthèse entre les deux aussi. Et dernière question, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Ça dépend des jours.
Tu me parles du quotidien. Non, mais ça dépend vraiment des gens. Ouais. Mais c'est ce que j'aime aussi dans la vie. Tu sais, je te parlais de la philosophie, du rapport particulier que j'avais à la philosophie. Je l'ai aussi à la vie. Tu sais, quand j'étais petit, moi, j'ai été marqué. Tu sais, il y a souvent des choses qui nous restent comme ça. Moi, je me souviens, ma mère avait un livre qui s'appelait Chienne de vie. Et en fait, je trouve que la vie est une chienne, en fait. Tu sais, c'est ce côté. Ouais, quand je me lève le matin, je sais pas, tu vois, c'est marrant, je me faisais la réflexion, tu vois, je me lève, je me dis comment je vais m'habiller, puis je me dis tiens, je sais pas, je vais me laisser le temps de réflexion dans la douche. Ouais. Et tu sais, et en fait, non, mais je laisse aussi un petit peu les circonstances, tu vois, m'offrir leurs possibilités. Ouais. Et moi, je trie là-dedans. Mais moi, ce qui m'anime, c'est quand même malgré tout ma fille, Ouais. tu vois, qui, heureusement ou malheureusement, moi je dirais plutôt, tu vois le type de conversation qu'on a, on l'a de plus en plus ensemble. Donc, j'ai peur. Donc, ma fille, bien évidemment. Ouais. Après, comme tu disais, c'est quelque chose d'un peu douloureux, mais j'aurais aimé trouver, même si, alors c'est pareil, je sais pas si ça existe vraiment, mais l'amour que j'ai failli avoir, mais qui m'a échappé. Mais voilà, je pense que c'est quand même une belle chose. Tu vas réussir quelque chose à 2 ou à 3 ou 4, maintenant ça c'est le polyamour, donc c'est pareil, mais pour ce qui me concerne, 2 ça serait pas mal. Ouais. Mais, Et chienne de vie, c'est assez péjoratif? ouais, mais en même temps, tu sais, il y a quand même chienne de vie, c'est un attachement viscéral, c'est presque violent, tu vois, parce qu'elle nous malmène, parce que tu vois, on a envie de la claquer, et des fois c'est comme, tu vois, alors je pourrais dire chatte de vie, parce que moi j'ai une chatte, et tu vois, ma chatte je l'aime beaucoup, mais quand elle pisse sur mon canapé, j'ai envie de la dégommer. Ouais. Non, mais tu vois, on est vraiment, on est sans cesse tiraillé en ce truc-là. Donc tu sais, c'est comme une mer, quoi. Il y a des tempêtes, il y a pas de tempête, donc voilà, parfois ça nous excède, et bon. Mais voilà, quoi. Très bien, très chouette. Merci beaucoup pour cet échange. Mais je t'en prie, Théo, c'est moi qui te remercie. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci pour votre écoute. La philosophie, vaste sujet qui nous invite à prendre un peu de hauteur, à venir nous questionner et questionner autrui, ouvrir ses chakras pour s'ouvrir sur le monde. J'espère que cet épisode a pu vous apporter quelques pistes de réflexion. Je vous invite maintenant à le partager autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, partagez-le en story sur Instagram en taguant évidemment ou en post sur LinkedIn. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et d'ici là, profitez de la vie et prenez soin de vous. À très vite.